votre question, faut poser de manière plus générale le problème de la sanction. Le problème de la sanction. Alors, est-ce que dans la communauté primitive, est-ce que dans la communauté organique et demain, dans une communauté restaurée, il y aura des systèmes de sanctions qui s'exerceront sur les enfants? Alors, oui et non. Dans la communauté primitive, dans la mesure où il y a immanence, il n'y a pas de commandement, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas d'ordonnancement qui sera extérieur. Les enfants, comme les adultes, sont dans une immanence qui fait que le culte ludique du dépasser le terrain prescrit n'est pas instauré parce qu'il n'y a pas cette concurrence pathologique du monde contemporain. Aujourd'hui, quand on pose le problème de la sanction, on pose le problème de la sanction pour l'accepter ou la récuser par rapport à une ligne rouge, bleue ou verte qui est posée par rapport à l'enfant, et on considère qu'il y a des lignes que l'enfant ne doit pas dépasser. Alors les lignes que l'enfant ne doit pas dépasser, on nous dit qu'il faut lui expliquer qu'il ne doit pas les dépasser, et si jamais il les dépasse, il faut le sanctionner parce qu'il les a dépassés. Donc ça existe dans une société comme celle d'aujourd'hui qui est totalement aliénée par le fétichisme marchand. Ça existe aussi dans les sociétés traditionnelles parce que la dialectique aliénatoire qui va produire le monde contemporain y existe aussi. Mais par contre, on sait par toute une série de textes qui renvoient à la vie organique et vivante de ces communautés-là, que le rapport de l'immanence des enfants fait que la fameuse ligne, elle est totalement dynamique et non pas statique dans les communautés archaïques, dans les communautés primordiales. Si on prend les textes, par exemple, des dominicains ou des franciscains en Huronie ou en terres iroquoises, ou même si on prend l'expérience personnelle de Pierre Clastre chez les Indiens, chroniques des Indiens Guayakis, on voit que le statut de l'enfant dans la communauté primordiale est lié aux adultes dans une immanence permanente de jeu, d'éveil et de conscientisation. Dans la société du séparé, l'enfant, il est assujetti à des espaces spécifiques. Dans la société de l'aliénation, les adultes vont travailler et d'une manière ou d'une autre, on parque les enfants pour les éduquer. Dans la communauté traditionnelle, il n'y a pas de parquage parce qu'il n'y a pas de travail. Donc les adultes comme les enfants sont en symbiose permanente. Il n'y a pas de moment où on met les enfants ailleurs et il n'y a pas de moment où les adultes vont produire quelque chose de spécifique qui ne pourrait pas intéresser les enfants. Donc la division du travail avec travail-loisir pour les adultes et séquences normatives pour les enfants, garderie, école, centre de loisirs, ça n'existe pas dans une communauté organique, puis tout se vit dans l'immanence. Donc dans cette immanence-là, il arrive effectivement qu'un enfant commette une bévue, parce que d'ailleurs la bévue est positive. C'est la bévue de l'enfant qui le fait grandir vers une conscience du dépasser la bévue. Donc quand on voit comment vivent, entre autres, les Indiens Guayakis, il y a effectivement de temps en temps, dans l'émulsion des joies du groupe, un enfant qui va commettre un raté. Mais l'enfant qui va commettre un raté, il sera remis dans la place nécessaire du groupe collectif, parce qu'effectivement, comme il n'y a pas de culte narcissique de l'autonomie du sujet, ce qui sera, entre guillemets, remis en place, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a un débordement d'autonomie qui pourrait produire une schizophrénie du groupe. Donc, on imagine très bien une mère Guayaki donner une petite tape sur le cul du môme parce qu'il a fait une connerie avec sa sœur. Mais au sens fort, l'enfant n'est pas battu, au sens fort, l'enfant n'est pas sanctionné. C'est une relation d'amour, c'est une relation harmonique qui, par un geste un peu plus ferme que d'habitude, remet les choses à leur endroit. Mais de la même manière qu'il n'y a pas de répression entre les hommes, le mouvement d'auto-éducation qui fait que les grands apprennent aux petits n'est pas une structure hiérarchique de commandement et d'apprentissage domesticatoire, c'est un mouvement d'émancipation et de soulèvement, d'éveil et de réveil permanent. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est ce que dit Clastre sur les Guayakis, c'est ce que nous disent sur les dominicains et les franciscains, sur les Hurons, l'Ironie, les Mohawks, les Abénakis. La constance de l'enfant dans la communauté organique, c'est le rire.
L'enfant rit en permanence, et les adultes rient en permanence, parce qu'il y a constamment une relation d'harmonie, de tendresse et d'amour, et donc le raté est rare, et le raté qui est rare, quand il appelle à une remise en ordre et à une remise en place, c'est quelque chose qui se fait effectivement en tendresse et en émotion. C'est-à-dire que la claque sur le cul que la mère Guayaki met à son enfant, même si elle est ferme, elle est affective et elle est tendre. Donc il y a quelque chose qui est absolument important du point de vue du geste par rapport à votre question du battu, au sens où il n'y a pas de violence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les communautés organiques, on sait, par l'immanence du sens, ce que les grands trajets philosophiques nous apporteront à travers les présocratiques, Hegel ou Marx, c'est que pour se poser dans une identité riche, il faut s'opposer. C'est-à-dire que le poser, c'est pas quelque chose qui flotte. Quand l'homme se pose dans une identité réelle, c'est parce que dans un contexte précis, qui n'est pas fluide, qui n'est pas liquide, mais qui exprime une matérialité sensible, sensible et sensuelle, il y a des oppositions. C'est-à-dire que l'enfant est en autonomie, mais l'enfant n'est jamais dans la fête du caprice. Donc, le développement harmonieux de l'autonomie, il présuppose des cadres qui doivent être rappelés, et les cadres doivent être rappelés parce qu'en rappelant les cadres qui positionnent l'opposition au caprice, on casse l'autonomie narcissique potentielle du sujet. Et donc, par le cadre qui oppose, on peut devenir un sujet qui se pose. Et là, il y a toute une dialectique qu'on retrouve chez les présocratiques, chez Hegel, et qu'on retrouve chez Marx avec la problématique du naturalisme achevé. La transmission d'amour que je fais à l'enfant, et qui fait que cet enfant, en devenant grand, ne va pas simplement devenir grand physiquement, mais grand en maturité d'esprit, de sensation et de cœur, c'est parce que par amour, j'aurais posé des lignes d'opposition à certains jeux capriciels, et qu'à partir de ce donné-là, j'aurais donné à l'enfant une ligne mature de position et de positionnement. Donc, il n'y a pas de violences qui sont faites sur les enfants dans ces communautés-là. Il y a des rappels de position par rapport à des nécessités de position et de positionnement. Autrement dit, j'ai un cadre qui est ferme dans la transmission du patrimoine d'amour et du patrimoine de conscience, mais il est fait dans l'intelligence de la transmission, et il n'y a bien évidemment aucune violence d'impuissance comme on la trouve dans les sociétés de l'aliénation généralisée. Alors justement, par rapport à ça, je crois que Guy Debord, dans un de ses bouquins dans les années 70, il parlait justement de l'autonomisation des enfants vis-à-vis des parents, mais dans une trajectoire aliénatoire au sens où les familles sont brisées en fait, et les enfants veulent devenir indépendants justement pour ne plus avoir de rapport avec leurs parents. Et justement, il disait qu'en fait, on n'est même plus des prolétaires au sens où on n'a même plus nos enfants. Et en fait, par rapport à ça, depuis la révolution des mœurs, depuis mai 68, il y a une tendance au niveau de l'éducation à ne plus vouloir frapper les enfants. Et les gens se plaignent du fait que c'était mieux avant, parce que quand on frappait les enfants, on arrivait à les garder dans un certain cadre de vie, quoi, de respect des aînés et tout ça. Et justement ça a sauté. Donc, est-ce que c'est une positivité quelconque pour retrouver une humanité perdue, ou est-ce qu'au contraire, c'est le reflet du chaos dans lequel on est et dont le capital a besoin pour diviser les familles, diviser les nations, diviser tout ce qu'il a besoin de diviser, quoi. Non, alors là, justement, ce que vous dites est très intéressant sur le chaos. Et en préambule, je reviendrai sur une hypocrisie majeure de la société du spectacle marchand, parce que c'est effectivement la tyrannie absolue du mensonge rayonnant. Au même moment où on fait des grands séminaires de propagande intensive contre la fessée,
on cache l'existence de réseaux pédophiliques gigantesques qui martyrisent physiquement des milliers et des milliers d'enfants qui disparaissent, et qui disparaissent pas comme ça artisanalement parce qu'il y a quelques fous locaux dans un bled de campagne, mais parce qu'il y a une industrie centrale du capital qui remonte jusqu'à toutes les centralités d'État, parce que la mafia c'est l'État, parce que l'État c'est la mafia, et que les réseaux pédophiles sont au cœur des centrales étatiques. Donc on dit pas la fessée, mais le viol clandestin dans une cave, oui. Donc il y a toute cette hypocrisie-là, parce que le capital est par essence une hypocrisie majeure. Donc il faut rappeler, à travers Debord, à travers Marx, que chaque fois que le capital positionne un problème éthique, le capital positionne un problème éthique de la marchandise. Le capital n'a qu'une éthique, c'est celle de la marchandise. Nous sommes des biens consommables, et ce que le capital a en tête, ce n'est pas notre bien humain, c'est notre bien consommatoire de res, de choses aliénées. Donc, Debord, Hegel et Marx disent à peu près la même chose. Marx dans les Grundrisse, Hegel dans la phénoménologie et Debord dans les textes dont vous parliez. On pourrait le résumer par cette phrase: pendant des millénaires, les enfants ont ressemblé à la ligne parentale. Autrement dit, qu'est-ce qu'un enfant en termes de ressemblance historique? C'est une production de vie qui ressemblait à son père et à sa mère, et qui ressemblait donc au père, puisque c'était les pères, dans cette structuration-là, qui formalisaient le lignage. Il convient désormais que les enfants ne ressemblent plus à leurs parents ni à leur père, mais à l'argent. Et c'est la phrase de Debord, je crois que sa phrase exacte, c'est « Désormais, les enfants ne ressembleront plus à leur père, ils ressembleront à l'argent ». Et on le trouve chez Marx et on le trouve chez Hegel. Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la naturalité de notre existence est brisée. Marx nous rappelle que dans les communautés primordiales, nous sommes dans le naturalisme achevé, et que dans le communisme, nous retrouverons le naturalisme achevé, que dans les sociétés traditionnelles, nous sommes dans un naturalisme brisé, et que dans la société du fétichisme marchand, dont la domination réelle de la dictature démocratique est la phase supérieure, nous sommes dans l'antinaturalisme achevé. Donc, puisque nous sommes dans l'antinaturalisme achevé, la ligne d'identification de mes parcours d'existence dans l'histoire, ça ne peut plus être la parentèle, ça doit être la monétisation. Donc, un enfant aujourd'hui, effectivement, ressemble à l'argent. Il ne doit plus donc ressembler aux parents des générations antérieures qui exprimaient, même si c'était de manière encore incomplète, la naturalité, puisqu'on est dans le devenir absolu de la réification, de la chosification, de la transhumanité réifiée de l'abrutissement universel. Donc, un enfant doit ressembler à l'argent. Donc, la critique de la famille, la critique des relations parents-enfants, la critique des cheminements d'autorité et d'intelligence qui faisaient que les parents transmettaient par une norme d'autorité, l'auctoritas, la réalité des choses doit être brisée. La seule autorité, c'est pas l'autoritas de la vie, de la jouissance, de la naturalité, c'est celle de l'échange et du développement aliénatoire dans le culte de la marchandise. Donc la remise en cause du pouvoir traditionnel des familles sur leurs enfants n'est pas faite pour émanciper les enfants dans une jouissance humaine supérieure. Elle est faite pour que leur jouissance humaine soit pleinement intégrée dans le dispositif de la marchandise. Et le rôle de l'école, le rôle des garderies, qui a pour matrice première de retirer l'enfant le plus tôt possible, le plus tôt possible. On retire à 5 ans, on retire à 4 ans, on retire à 3 ans, on retire à 2 ans. Maintenant, avec les crèches, on peut les retirer à 4 mois. Il faut absolument retirer l'enfant de la filiation pour le mettre dans la filiation monétaire du dispositif républicain de la démocratie du capital. Donc, il faut extirper l'enfant de la cellule familiale, parce que dans la cellule familiale, même la plus abrutie, il peut y avoir encore des relents de contestation humains sur une base humaine par la transmission de l'enfant, du père et de la mère à sa vie. Donc, on a un dispositif de kolkhoz éducatif. Le capitalisme
à des formes de contrôle étatique absolu, et en même temps qu'il met en marche des formes de contrôle absolu, il faut qu'il dévalorise l'image du père et l'image de la mère, en montrant que toutes les autorités qui viendraient de là sont négatives, que par contre l'autorité qui vient de l'argent est émancipatrice. Donc tout ce qui rappelle les traditions de l'avant, ou dans les cellules familiales, et dans les cellules familiales élargies, par rapport à la réalité d'un monde paysan, par rapport à la réalité d'un monde ouvrier, avait vécu des contestations, des remises en cause, des trajectoires de signification radicale, tout ça doit être balayé dans un gigantesque mélange, dans un grand melting pot, où le seul référentiel sera le culte de l'argent. Donc, tuer la cellule familiale, tuer l'histoire de la famille, parce que toutes les grandes contestations ouvrières et paysannes sont aussi parties de la cellule familiale, parce que c'est là que, parce qu'il y a un amour de transparence sans autre intérêt que l'amour de l'autre, il y avait effectivement des vécus de trajectoires subversives. À partir du moment où l'identification de l'enfant n'est plus la cellule familiale des trajectoires d'amour, mais la cellule sociale des trajectoires financières, le robot adulte de l'abrutissement citoyen est déjà programmé dans le laboratoire des écoles et des crèches où la vampirisation de la normalisation citoyenne se met en mouvement. Non, c'est pour ça quand on voit aujourd'hui dans une grande surface, au moment où on passe aux caisses, des enfants qui traînent par terre, qui hurlent, qui crient, dans la mentalité normative, traditionnelle d'il y a 50 ans, ça n'existait pas. C'est-à-dire que la déconstruction des attitudes et des modes de reproduction basés sur un véritable respect de savoir se tenir. Se tenir, c'est effectivement un positionnement révolutionnaire. Hegel, Marx parlent du tenir. L'homme debout qui se tient, c'est parce qu'il a été dans son enfance en situation d'apprendre que parce qu'on se tient, on est debout, et que parce qu'on est debout, on a un tenir. Le capital, il veut des matrices rampantes. Et comme le capital veut des matrices rampantes, le cheminement éducatif libertaire du capital, c'est l'enfant apprend par lui-même et fait ce qu'il veut dans tous les territoires où il veut aller. Et donc, la catégorie normative, c'est le caprice festif. Donc, le môme fait ce qu'il veut, n'importe comment. De toute façon, les parents sont eux-mêmes des machines réifiées, brisées, qui n'ont rien d'autre à transmettre que la chanson médiatique ou pédagogique que le système leur a donnée. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la société d'aujourd'hui, société d'aliénation, société de mensonges, société de vampirisation par la marchandise, avoir un enfant, c'est avoir pour tâche première de le protéger de la tyrannie marchande qui veut le dévorer. Donc, il ne s'agit pas d'être oppressif avec l'enfant contre ce que l'enfant reproduirait de la société aliénatoire marchande, mais il s'agit de protéger cet enfant par un rempart d'intelligence fait de dialectique, de conscience, d'amour, de tendresse et de vraie protection. Donc avoir un enfant aujourd'hui, c'est casser la dynamique festive du caprice marchand qui veut que l'enfant fasse ce qu'il veut. L'enfant n'est pas une autonomie décisionnelle par a priori premier. L'enfant deviendra une autonomie décisionnelle possible parce que les enfants auront été précisément cadrés par cette dialectique position-opposition que les parents auront su lui transmettre. Donc, j'ouvre le champ infini du savoir et de la tendresse parce que je cadre par des positions et des oppositions la réalité des choses. Et quand effectivement j'ai un môme qui se roule par terre aux caisses d'un supermarché, ce que l'on voit maintenant de manière rituellement généralisée, c'est l'indice de cette déstructuration comportementale qui fait que le capital, en ayant de premier niveau des caprices enfantins généralisés, aura demain des immaturités généralisées, des docilités généralisées et des compulsions consommatoires universalisées. Donc, l'adulte de combat et de conscience de demain, il commence dans le positionnement éducatif de l'enfant d'aujourd'hui, qui est éduqué avec amour et tendresse, dans le rejet de toutes les normes